Bonjour, c'est Serge Méhounet, consultant en intelligence économique, solutions multimédia et marketing global. Et dans cette vidéo, je vais parler du lien entre la liberté d'Internet et le monde fermé de la haute finance, plus particulièrement la finance déréglée, détraquée, prisée par certaines élites occultes ou officieuses qui sont à la base de tant de maux socio-économiques aujourd'hui. It sounds good. Check it out. Layel, RP. We in the building. Stay fresh in the new era. Pourquoi j'en parle? Eh bien, parce que depuis pratiquement plus de 25 ans que l'Internet grand public est accessible à tous, nous avons connu et vécu de belles aventures dans cet univers parallèle et continuons d'en vivre en tant qu'internaute. Toutefois, plus le temps passe, plus le temps avance, plus il y a des raisons de craindre que des concepts que nous considérons actuellement comme des droits sur la toile, comme par exemple l'anonymat, le partage des ressources, la libre diffusion, la liberté de décider de la gratuité ou non des applications, etc., deviennent d'ici les prochaines 25 années de vieux souvenirs, ce qui serait dommage pour les prochaines générations. Dans cette vidéo, je te parlerai de 3 raisons de craindre que le monde de la finance finisse par dénaturer l'intérêt et la façon dont le monde a pris plaisir à utiliser Internet depuis ses débuts. Pour cela, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est que je vais, dans ces premiers temps, donner une définition de la finance. Ensuite, nous allons aussi définir ce que c'est que la croissance économique. Puis, nous établirons, à la suite de cela, le fameux lien, le fameux rapport à craindre entre la haute finance et l'Internet. Et à la suite de ça, nous allons conclure. It sounds good. Alors, ceci dit, pour mieux saisir la relation létale qu'il pourrait avoir entre la haute finance et l'Internet libre, il vaut mieux essayer de comprendre ou de rappeler ce qu'est la finance. Selon Wikipédia, la finance recouvre un domaine d'activité, celui du financement, qui consiste à fournir l'argent nécessaire à la réalisation d'une opération économique. À ma compréhension, et pour faire simple, la finance, c'est donc comment ceux qui ont l'argent le réinvestissent dans le circuit économique pour espérer quoi? Eh bien, pour espérer encore avoir plus d'argent. Dit comme cela, la question simple qu'on pourrait se poser est qui a l'argent? Eh bien, plusieurs entités sont parties prenantes dans le fait d'avoir de l'argent dans nos sociétés. Tout en haut d'abord de la pyramide, il y a d'abord les marchés financiers et les institutions financières. Eh bien, elles sont chargées, ces institutions et ces marchés financiers, écoutez bien, de créer et de gérer de l'argent à partir de rien du tout, du vent, juste des lignes d'écriture dans des ordinateurs. Eh bien, c'est un peu dur à croire, mais hélas, c'est la réalité. Puis, à la suite de ceci, arrivent les banques, les États, les entreprises, et enfin, tout en bas de la pyramide, il y a nous, le petit peuple, les individus, les ménages, les sans-dents, comme aime à l'appeler un président contemporain bien connu. Alors, vu comme cela, tu comprends aisément qu'il y a forcément différentes catégories de finances. Il y a la finance des institutions financières, celle des banques, celle des États, celle des entreprises, puis enfin celle des ménages, donc de vous et moi. Mais la finance qui nous intéresse ici, ce n'est pas celle du petit peuple, parce qu'on la connaît bien, on connaît ses limites. Nous, dès qu'on a de l'argent, c'est pour payer les factures, c'est pour consommer, et quand on peut, épargner. Donc, cette finance-là ne nous intéresse pas trop. Celle qui nous intéresse, c'est la finance des institutions financières et des banques. Cette catégorie de finance n'est pas très connue du grand public, mais pourtant, c'est elle qui a craint sérieusement. Alors, parlons de la croissance. Qu'est-ce que la croissance économique? Il s'agit d'un concept un peu opaque à appréhender dans les faits, à mon avis, tant son avènement dépend de la conjonction et de l'imbrication de facteurs de plus en plus divergents et changeants. Pour faire simple, on peut dire que la croissance économique est la somme de toutes les transactions commerciales réalisées par un pays autour de l'ensemble des biens et services répertoriés que ce pays produit. Un indicateur connu
de cette croissance est le PIB. Il faut dire que la croissance économique positive est le Saint Graal recherché chaque année par tous les États et gouvernements du monde, car étant la promesse de plus de répartition du bien-être social, c'est-à-dire plus d'emplois, de services de santé, d'accès à l'éducation, de logement, etc. Alors, ceci dit, quel est le rapport entre le monde de la finance, de la haute finance et Internet? Plus précisément, l'avenir d'Internet. Eh bien, c'est très simple. Les gens de la haute finance sont toujours à la recherche de secteurs d'activité qui ont une forte croissance et dans lesquels ils peuvent être garantis de retour sur investissement plus ou moins rapidement. Pour repérer ce secteur d'activité porteur, c'est très simple. Ils scrutent ce dont les gens ont besoin dans leur quotidien de façon à pouvoir ensuite s'impliquer dans la production des biens et services capables de satisfaire ces besoins, notamment en y apportant les fameux capitaux financiers nécessaires pour le démarrage, pour la surproduction, etc. Alors, pour mieux établir le lien entre la haute finance et l'avenir d'Internet, il faut peut-être remonter à travers le temps pour voir l'évolution de façon globale de l'économie à travers la planète. Vous le savez certainement, depuis l'Antiquité, on est passé d'une économie essentiellement agraire, pastorale et de subsistance à une économie industrialisée, naturellement avec la révolution industrielle entamée il y a près de 3 siècles aujourd'hui, puis à une économie où nous sommes aujourd'hui, qu'on peut qualifier de post-industrielle, qui est marquée au XXIe siècle, où nous sommes, par l'essor des services, du savoir, de l'information, de la haute technologie, comme produit de base, comme produit de l'économie. Alors, cette ère post-industrielle où nous sommes est depuis plusieurs années, on le sait aussi, fortement marquée par la forte baisse de la croissance économique, notamment dans les pays du G8. Cette baisse de la croissance peut être due à la crise dans le secteur énergétique. Par ailleurs, on observe que la croissance a toujours été traditionnellement portée par les biens matériels. Or, qu'est-ce qu'on assiste? On assiste que de plus en plus, on voit apparaître la concurrence des biens immatériels face aux biens matériels. C'est un aspect un peu nouveau qui échappe quelque peu au contrôle de la sphère financière. Les gens sont de moins en moins attirés par des possessions matérielles et de plus en plus attirés par des biens et services immatériels. Bon, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont de moins en moins. Je dirais que le choix est aujourd'hui donné. Avant, on n'avait peut-être pas le choix. Dès que tu es en possession de l'argent, le choix qui se présente à toi, c'est acquérir plus de matériel, acquérir plus de biens. Aujourd'hui, tu peux acquérir des services, des biens ou des services immatériels. Ça, c'est quelque chose de nouveau. Alors, c'est à partir de là, justement, que le lien avec Internet peut être établi. Car s'il y a un univers qui semble ne pas connaître la crise et prospère dans son propre écosystème, c'est bien Internet. Un écosystème complexe à apprivoiser parce qu'il est marqué, entre autres, par une caractéristique très peu familière au monde de la haute finance, à savoir la transparence de tout, à commencer par l'information. Ce que je suis en train de vouloir signaler ici, c'est que je suis assez certain que l'Internet en particulier et la société en général connaîtra un fort basculement lorsque le monde de la finance va se rendre compte qu'Internet en réalité est finalement un univers virtuel qui pourrait être idéal pour y expérimenter des cycles de croissance sans fin, à contrario du marché réel où cette croissance ne se fait pas sans toutes sortes de désastres collatéraux, sociaux, économiques, moraux, environnementaux, où tout le monde aujourd'hui, franchement, est un peu dépassé, blasé et en a marre. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, dans une situation idéale, si 99% des gens dans un pays avaient ne serait-ce qu'un niveau d'éducation numérique de base qui soit uniforme, ça c'est important, uniforme pour tout le monde, eh bien, ce simple petit accomplissement socio-éducatif aurait, sur le plan économique, des répercussions positives énormes, sans précédent, qui entraîneraient essentiellement 3 événements majeurs et 2 conséquences directes. Mais il s'agit ici d'informations très stratégiques
que je ne partage qu'avec les membres de mon club privé de veille numérique. Dommage. Alors, dans le G8, la croissance semble avoir atteint un plafond. Il faut trouver de nouveaux débouchés pour la faire repartir. C'est dans cette sorte de crispation que l'avenir de l'Internet est en jeu face aux intérêts toujours colossaux de la haute finance. Car s'il y a de la forte croissance à puiser dans ce secteur, eh bien, rassurez-vous, les requins de la haute finance ne vont pas du tout se priver et se gêner de venir tout pomper. Et d'ailleurs, ça se passe déjà. Bien, mais ce n'est pas encore là le plus grave. Vous le savez, c'est que quand les capitalistes s'intéressent à un domaine, eh bien, il faut s'attendre à des dégâts collatéraux. Quand on voit le lourd tribut que paye l'environnement pour que notre société de consommation tourne, quand on voit ce que devient la qualité des productions de l'industrie musicale ou du cinéma, depuis que les grands actionnaires y ont le contrôle, de même que les médias traditionnels, alors là, n'en parlons plus, radio, télé, journaux, etc., on ne peut pas se réjouir naïvement de la déferlante des mastodontes de la finance dans les arcanes du web. Il n'y a qu'à voir dans les informations, tous les pays du monde, je dis bien, ont créé dans les ministères un nouveau ministère, le ministère de l'économie numérique. L'économie numérique, ça n'existait pas il y a 10 ans, il y a 20 ans. C'est nouveau. Pourquoi? Eh bien, parce que effectivement, il y a de la croissance dans ce secteur. Alors, c'est pour ça que je dis, il y a des raisons de craindre sérieusement pour l'avenir du monde qu'est Internet, le monde nouveau qu'est Internet, j'entends, au-delà des strass et paillettes qu'on peut voir notamment à travers les espaces d'accélérateurs et d'incubateurs, de start-up qui ne cessent de fleurir à travers le monde. Alors, depuis tout ce temps, ou bien depuis tout temps, on peut remarquer que les industriels de tous bords, surtout les plus heureux, n'hésitent pas à utiliser des méthodes peu orthodoxes pour nous faire consommer des produits dont forcément nous n'avons pas besoin ou qui sont en réalité d'aucune utilité. Plusieurs méthodes sont employées, mais particulièrement il y en a 3 qui retiennent mon attention et représentent les risques auxquels s'expose l'Internet au contact averti ou non des financiers, surtout des financiers adeptes de ce que je dénonce, le capitalisme sauvage. Bien, on va voir ces méthodes. Première méthode, le contrôle de masse. C'est bien connu pour un industriel, notamment un industriel ici de la fameuse caste des capitalistes sauvages. Le consommateur idéal, c'est celui qui ne se pose pas trop de questions sur ce qu'il achète et se contente de ce que dit l'emballage. Évidemment, pour arriver à une masse de consommateurs aussi peu regardants, ça ne s'improvise pas. Et Dieu seul sait comment la télévision, pendant de nombreuses décennies, a joué ce travail de contrôle des informations servies aux masses à l'avantage des industriels. Avec Internet, c'est tout le contraire. L'information est totalement transparente, donc ça échappe à l'industriel. Et le consommateur peut se faire sa propre idée d'une information en quelques clics de recherche. Au contact des grands financiers, j'ai donc bien peur que cette caractéristique forte de l'Internet soit progressivement restreinte, castrée, amputée. Bien sûr, vous me direz que c'est un peu trop tôt ou extrême pour le penser, mais faut-il attendre de voir apparaître tout à coup, si ce n'est pas déjà le cas, et être voté des lois liberticides sur Internet pour ouvrir les yeux sur l'éventualité que ces lois soient prises en vue de la garantie des investissements lourds de la haute finance, notamment auprès des géants du web? That is the question. Alors, on va parler de la deuxième méthode. C'est le formatage et la standardisation, qui sont des sacro-saints principes, vous le savez, en industrie. Lorsqu'on doit produire un bien en série, les caractéristiques de ce bien se doivent être identiques pour tous les biens produits à la chaîne. C'est la base. C'est vrai que la mise en place des normes et standards, notamment sur le plan technique, est aussi très importante, même dans le web, pour avoir des pratiques harmonieuses sur Internet, comme par exemple avec la régulation de l'achat des noms de domaine, des adresses IP, des serveurs email, des certificats de sécurité, des passerelles de paiement, etc. Toutefois, la standardisation et la formalisation qui est crainte et qui est dénoncée ici, c'est celle liée directement à l'internaute usager du web, auquel on va imposer une façon d'utiliser, d'accéder au web qui puisse satisfaire frontalement ou sournoisement les intérêts des grands financiers
tapis dans l'ombre de l'activité d'Internet. Voilà le problème avec le formatage et la standardisation qui risque d'être amené sur l'Internet. Sans plus tarder, on va parler de la troisième méthode qui est l'abrutissement de masse. Les termes sont un peu durs, c'est vrai, face à la réalité des faits. Je n'ai pas trouvé d'autres qualificatifs plus. Bien sûr, c'est une méthode qui peut difficilement être avouée, mais les impacts que nous observons dramatiquement dans nos sociétés modernes aujourd'hui sont visibles et palpables. En effet, comment faire pour vendre à une audience très éduquée, très cultivée, dont les standards en termes de qualité deviennent de plus en plus exigeants? Eh bien, c'est un véritable problème pour les industriels, une telle audience, une telle catégorie de consommateurs, car évidemment, ça réduit les parts de marché. Alors, pour cela, la meilleure stratégie, c'est le matraquage publicitaire, mais surtout le conditionnement dès le plus bas âge, et c'est ça qui est grave, par des programmes de divertissement très moyens, de basse qualité, voire complètement triviaux. Ces programmes ont pour but, évidemment, de faire baisser sournoisement la garde aux consommateurs en termes de vigilance et de qualité. C'est ainsi que depuis de nombreuses années, n'importe quel individu avec un peu de lucidité ne cesse d'assister à la dégradation des programmes télévisés, radio, cinématographiques ou musicaux même, par exemple. C'est ce qui explique qu'avec surtout déjà l'avènement d'Internet, des réseaux sociaux, il n'y a plus quasiment rien d'intéressant à regarder à la télé. Et de nombreuses personnes ne cessent de déserter leur petit écran et de s'en passer. Et d'ailleurs, tous les grands médias en ont conscience de cette série. On préfère aujourd'hui être sur Internet que devant la télé. Ça, c'est clair. À cause de quoi? À cause de ce que les gens se rendent compte que sur la télé, excusez-moi du terme, c'est de la merde, 90% qualifié. Alors, avec l'envahissement de la haute finance sur le fonctionnement d'Internet, j'ai bien peur une fois de plus que les mêmes méthodes soient sournoisement imposées pour capter l'audience sur Internet. J'ai même peur que cette tendance ait déjà commencé en fait. Puisque le putaclic est la polémique qui monte en ce moment sur YouTube. Qu'est-ce que le putaclic? Eh bien, vous ferez des petites recherches dessus, on n'a pas le temps d'en parler. Mais pour les connaisseurs, ils savent de quoi il s'agit. Alors, contrairement à ce début, il semble que de plus en plus des membres de la communauté des YouTubeurs se plaignent du fait que YouTube semble favoriser dans son référencement les contenus de divertissement susceptibles de faire des millions de vues au détriment des chaînes avec des contenus plus basiques, voire éducatifs. Ce qui ne se faisait pas apparemment. Le tapis rouge ainsi semble être déroulé pour les plus gros YouTubeurs qui font des millions de vues et rien ne semble être fait pour le reste de la cohorte. C'est peut-être encore, une fois de plus, un peu trop tôt d'en déduire ainsi. Mais l'enjeu, le risque, voire le drame ici, serait de constater qu'au fil des années, l'internaute, au lieu de venir sur le web pour se cultiver à l'aide des milliards d'informations disponibles, aura tendance à venir plus sur le web et passer ses journées sur des contenus triviaux parce qu'il aura été conditionné pour cela et ainsi il serait un meilleur consommateur pour les intérêts des financiers sur le web. Ah bien, quand on voit à quel rythme déjà l'addiction aux réseaux sociaux nous gangrène tous les jours, voir comment elle plombe la productivité de nos journées, il y a lieu de s'interroger dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'est-ce que cette tendance va donner à cette vitesse? Alors, en conclusion, il faut que ce soit clair. Dans cette vidéo, je n'ai pas dit que je suis opposé ou en guerre contre le monde de la haute finance. Je dois reconnaître que quand même, grâce à la finance, les échanges de biens et services à travers le globe se font de façon plus fluide via les flux financiers. Et cela est très positif. Et ce serait bien qu'effectivement les choses évoluent dans ce sens. Par contre, ce que je dénonce, c'est l'ingérence du capitalisme sauvage, de la finance spéculative et dégénérée qui n'est là que pour le profit au mépris de tout, de l'environnement ou de l'homme. Qui n'a que faire de la pollution, du fait que les gens mangent du cheval à la place du bœuf, comme indiqué sur l'emballage, ou que les produits chimiques nocifs soient injectés dans les aliments pour leur conditionnement à la consommation. Ce type de capitalistes et de financiers qui ont déjà sévi dans des industries de biens et services matériels n'auront pas du mal à dénaturer
déstructurer, voire détruire ce bel outil immatériel qu'est Internet, tant que de cette manière, cet outil leur génère ainsi du profit ou carrément s'il ne sert pas du tout leur intérêt. Alors le but de cette vidéo, c'est de sensibiliser, c'est de te sensibiliser en tant qu'internaute, que tu sois de l'ancienne ou de la nouvelle génération, afin que tu ne te laisses pas faire ou mariner telle une grenouille dont on est en train de progressivement bouillir l'eau du bain et qui finira par s'en rendre compte un peu trop tard. C'est bien connu qu'une grenouille qu'on jette dans de l'eau bouillante trouvera le moyen de s'en échapper. C'est le réflexe que je souhaite susciter à travers cette vidéo, car pour les intérêts purement mercantiles et financiers, l'usage de l'Internet tel que nous l'avons connu est en danger. Et pourrait ne pas être ne pourrait ne pas être le même usage qu'Internet que nos enfants en fait auront droit. Alors face à cette menace, que faire? C'est très simple. Personnellement, je pense que les internautes se doivent de toujours garder leur lucidité, d'être cultivés et équilibrés en termes de connaissances numériques. J'insiste dessus, être équilibrés en termes de connaissances numériques et surtout, être autonome en se servant intelligemment du savoir-faire des autres et ne dépendre le plus possible que d'eux-mêmes ou des ressources sur Internet pour progresser en ligne et par ricochet dans la vie. C'est à peu près cet ensemble d'actions qui peut être résumé à ce que j'appelle la veille numérique, le concept de la veille numérique. Alors pour ceux qui veulent aller un peu plus loin dans ce concept de recherche, de la culture et de l'équilibre dans le savoir numérique, dans le savoir-faire numérique, j'ai élaboré une webconférence gratuite où je développe en long et en large ce concept de veille numérique. La conférence est disponible en 5 podcasts audio complètement gratuits que tu peux obtenir juste en cliquant dans le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. Alors si tu ne l'as pas encore fait et pour être informé de toutes mes prochaines publications sur cette chaîne, je t'invite à liker maintenant ma page Facebook, Serge Memoun officiel, dans le lien et dans l'espace de description ci-dessous, et de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. N'hésite pas également à mettre en bas un pouce bleu sur la vidéo, ce type d'analyse te plaise, ou un pouce rouge, si au contraire cette vidéo n'était pas assez intéressante à ton goût. Pourquoi pas, ça me pousse à m'améliorer. Alors j'ai aussi conscience que je n'ai pas forcément été complet ou clair en parlant de ce thème. C'est pourquoi, pour poursuivre la réflexion, la discussion, eh bien, n'hésite pas à me donner ton avis ou tes questions dans l'espace de commentaires ci-dessous de la vidéo sur YouTube. Alors sur ce, je te dis merci d'abord d'avoir écouté la vidéo et je te dis donc à très bientôt pour la prochaine vidéo sur cette chaîne. Ciao.